Ça y est, le dimanche 25 août dernier, la direction du PDCI-RDA a procédé au dépôt du dossier de candidature du président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA et candidat du dit parti à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire du 25 octobre 2025. Dépôt de candidature effectué auprès de la commission électorale indépendante. Rappelons que le nom du président Cheikh Tidiane Thiam a été retrait de la liste électorale par la justice ivoirienne. Cependant, nous notons que ce dépôt de candidature est véritablement un gage d'espoir pour le peuple ivoirien. Quand on a vécu la forte et impressionnante mobilisation du dimanche dernier de tous les militants au siège de la CEI. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a aussi demandé au gouvernement ivoirien de permettre au président Cheikh Tidiane Thiam d'exercer ses pleins droits. Qu'en est-il à ce jour? Que se passe-t-il? Comment le PDCI-RDA compte s'organiser après l'obtention du certificat de nationalité de son président? Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur PDCI TV. C'est jeudi au PDCI-RDA, c'est maintenant. Toujours avec le docteur Bouedoumi Soumaïla pour notre échange. Je le rappelle, il est secrétaire exécutif en chef, le premier responsable de la communication et surtout le porte-parole du président Thiam et du PDCI-RDA. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Comment vous portez-vous? Je vais bien. L'actualité en Côte d'Ivoire, ces dernières 72 heures, c'est le dépôt des candidatures à la CEI. Nous parlerons donc du certificat de nationalité du président Cheikh Tidiane Thiam, du dépôt de la candidature du président Thiam, des prochaines étapes et nous terminons par les sanctions envers les militants. Le président Cheikh Tidiane Thiam a reçu son certificat de nationalité. Un mot sur ce certificat? Merci, madame. Vous savez, je voudrais d'abord saluer tous nos téléspectateurs et leur transmettre les salutations du président Tidiane Thiam qui se porte très bien. Et nous sommes hors du pays, mais nous continuons de travailler pour l'aboutissement d'une justice en matière électorale et pour que les Ivoiriens aient le libre choix de celui ou celle qu'ils pensent pouvoir les guider les 5 prochaines années. Madame, effectivement, vous avez vu que nous avons obtenu le certificat de nationalité du président Thiam. Tout ce temps qui a été mis montre les manipulations que les gens ont voulu faire de ce qui est des droits. On a voulu faire comprendre d'abord que le président Tidiane Thiam avait obtenu son certificat de nationalité de manière frauduleuse. Donc, certains même pensaient qu'il fallait le poursuivre pour faux et usage de faux. Et certains chroniqueurs sur des chaînes avaient commencé déjà à l'accuser. C'est tout un plan qui est programmé contre le président Tidiane Thiam. Rappelons à nos téléspectateurs que dès il a mis le pied pour être candidaté, pour être président du parti, il y a eu toutes les crises orchestrées du 15 décembre 2023. Après cela, la crise orchestrée du fait qu'il ne pouvait pas se défaire de sa nationalité française à temps. On nous a tous traités de menteurs, de tricheurs. On a même traité son élection au sein du PDCI-RDA d'une organisation de tricheurs en accusant ainsi le père à son âme, le président Kopli-Boni, le doyen Bombé, tout ce goutta qu'on a touché des tricheurs. Après, on a monté des militants pour nous poser des problèmes sur la voie. Tout cela, nous avons échappé. Et le fait d'attendre le dernier moment pour donner le certificat de nationalité est bien calculé de la part du pouvoir en place. Si le certificat de nationalité avait été reçu tôt et qu'il y avait eu la révision de la liste électorale, évidemment, le président Tidiane Thiam serait très rapidement sur la liste électorale sans contrainte. Donc, il fallait faire ce qu'on appelle le bouclage de la porte à deux tours. Ne pas faire la révision de la liste électorale et attendre au dernier moment pour lui donner le certificat de nationalité, pour ne pas prétendre faire de lui un apatride, parce que la loi sont là. Donc, c'est bien calculé. Le fait de donner ça au dernier moment, c'est une façon de se dédouaner pour dire, nous, on a donné le certificat de nationalité, on n'est plus responsable. Mais tout cela est connu par non seulement la communauté nationale,
mais la communauté internationale. Donc, ce n'est pas un événement, c'est un calcul qui a été fait, c'est un droit. Aujourd'hui, on se rend compte, avec tout ce qui a fuité par la suite, qu'il n'a pas volé le certificat de nationalité initial, il a fait ça en bonne et due forme, et aujourd'hui, il en a droit, il fait usure. Donc voilà, en ce qui concerne le certificat de nationalité, c'est un droit, ça a été mis, on a mis plein de temps pour le faire, ce qui n'est pas normal. On ne peut pas demander un certificat de nationalité et attendre 5 à 6 mois pour l'avoir. C'est que c'est fait sciemment. Et ce n'est pas normal. C'est de l'injustice, c'est de la magouille. Il faut arrêter cela. Oui, c'est pas normal qu'il ait son certificat de nationalité après 6 mois de demande. C'est ce qu'on retient. Monsieur le porte-parole, je le disais tantôt, il y a eu le dépôt de candidature du président Thiam à la CEI. Comment avez-vous vécu ce moment et comment le président lui-même a vécu ce moment? D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Nous avons toujours dit que nous allons mener notre lutte de manière démocratique. Il y a eu même des soupçons pour dire, si j'ai dit que le président Thiam va être sur la liste, il va composer, le président lui-même l'a dit, que nous étions en train de tenter des subterfuges, des soulèvements. Non, nous allons utiliser toutes les voies démocratiques. Le président Thiam allait déposer sa candidature parce que, conformément à la Constitution, il respecte les règles. Et ça, je vais être clair là-dessus. L'article 55 de la Constitution énumère un certain nombre de critères, dont l'âge, et pour l'âge, il faut avoir plus de 35 ans. L'élément qui justifie qu'on a plus de 35 ans, ce n'est pas le certificat de nationalité, c'est l'extrait de naissance. Qu'il faut jouir de tous ses droits juridiques. L'élément qui justifie, ce n'est pas le certificat de nationalité, c'est le casier judiciaire. Il faut être des nationalités, exclusivement des nationalités ivoiriennes. L'élément qui justifie cela, c'est le certificat de nationalité et la déchéance d'une autre nationalité, la preuve de la déchéance d'une autre nationalité, si vous en avez. Et après, il faut payer tout ce qui a été mis là-bas comme chose. Voilà ce que la Constitution dit. Maintenant, toute loi, toute loi subséquente qui doit accompagner cet article doit être conforme à la Constitution. C'est pourquoi les lois qui sont faites doivent être d'abord validées par le Conseil constitutionnel. Si on impose à un citoyen comment on appelle, le parrainage, cela est anticonstitutionnel. Cela est anticonstitutionnel. Si on impose à un citoyen de payer une caution de 100 millions, de 50 millions, cela est anticonstitutionnel. Voyez-vous? Et souvent, on n'en parle pas assez. C'est discriminatoire puisque la Constitution n'en parle pas. La Constitution a fixé les 5 règles. Donc, pour les 5 règles qui ont été fixées, le président Tidjane Thiam respecte cela. Et nous allons respecter la Constitution. Et je pense que les juges constitutionnels doivent s'en tenir à cela pour que les élections soient transparentes. Je note aussi, madame, que au niveau des dépôts de candidatures, il y en a plusieurs qui sont allés, qui ne reflètent peut-être pas même les critères constitutionnels, mais ça, c'est leur droit de déposer. Mais on remarque dans la forme, que le jour du dépôt des dossiers du président du RATP, le gouvernement y était, l'administration était bloquée, l'administration publique était pratiquement absente dans les bureaux. Et on ne pouvait pas travailler. Ce qui n'est pas normal. On n'est pas dans un parti État. Deuxième élément, dans la forme toujours, on a vu que les moyens de l'État étaient mobilisés, y compris des véhicules de service, y compris les bus de la Sotra, y compris même l'argent qu'on a distribué à des gens. Bon, ça, c'est leur problème. Donc, on a bloqué l'administration, on a utilisé les moyens de l'État pour accompagner cela. Ce qui n'a pas été le cas des autres partis politiques. Ça, c'est discriminatoire, ce n'est pas normal. Autre chose dans la forme, j'ai constaté que, au temps du président Bédier, puisque moi j'étais son porte-parole, on avait estimé que le président Bédier, le porte-parole principal du RADP, il avait plus de 80 ans et qu'il ne voulait pas faire la passe à la jeune génération. Ce qui a motivé le départ de certaines personnes au RHDP où on devait faire la promotion d'une dizaine de candidats. Aujourd'hui, j'aimerais que publiquement, il répète cette même phrase. Toujours dans la même forme. Dans la forme, nous avons observé aussi que pour l'accès à l'instance de la CEI, on a empêché les militants des autres partis politiques, particulièrement PDCI, d'avoir accès là-bas. Mais on a constaté que les militants du RHDP ont eu accès à la CEI. Ça fait 2 poids, 2 mesures. Quand on prend des dispositions, il faut qu'elles soient respectées pour tout le monde. Donc la CEI doit être à équidistance de tout le monde. Ça, c'est dans la forme. Maintenant, dans le fond,
on se rend compte que les principaux partis en présence, le RHDP, le PDCI et le PPACI, leurs candidats sont les leaders de leur parti politique, n'est-ce pas? Mais que c'est par rapport à ces trois candidats, il y a des débats sur leur éligibilité, que ce soit au niveau du parti au pouvoir que des autres. C'est pourquoi nous avons prôné qu'il y ait un dialogue pour que, avant que la Cour constitutionnelle ne se prononce, que nous, les politiciens, nous accordions sur un certain nombre d'accords pour faciliter le travail de la Cour constitutionnelle. Dans tout état de cause, si certains de ces trois-là sont éliminés en faveur de l'autre, ça pose problème, puisque chacun doit a visiblement des interprétations différentes de la loi. Voyez-vous, je vais parler de la Constitution. La Constitution, si on regarde les règles de la Constitution, l'article 55, notre président est éligible. M. Babou est éligible. Donc, voyez-vous, c'est ça qui pose problème, qui fait que nous avons toujours demandé le dialogue. Le dialogue permet que les politiciens s'accordent sur un minimum pour faciliter les institutions pour qu'on aille de l'avant. Et c'est ce dialogue-là qui a permis en 2010 de permettre à tout le monde d'être candidat. Et cela, quand même, est important dans la vie d'un peuple. Donc, madame, voilà ce que je pouvais dire déjà des dépôts de candidature. Nous avons fait déposer les candidatures, il y a eu de la mobilisation, il n'y a pas eu de, comment on appelle, de captation ou bien de mobilisation des moyens de l'État. Les gens sont partis d'eux-mêmes. Il n'y a pas eu, toujours comme je dis, pas eu de casse. Et je rappelle à tous ceux qui veulent nous entendre que le PDCI-RDA n'a pas dans son plan de faire de la violence ou de braquage ou quoi que ce soit. Ça, on nous accuse parce que M. Sissé Bakongo l'a dit une fois que le PPAC et le PDC veulent faire un coup d'État. Ça, il l'a dit. Ça nous a touchés. Parce que comment tu peux t'asseoir chez toi et puis accuser les gens visiblement comme ça? Et on voit qu'en sourdine, les gens cherchent à bloquer les gens, à nous menacer. Et ça, c'est important que les gens sachent que nous ne sommes pas dans ce chemin. Nous sommes dans un schéma classique de dépôt de nos candidatures, qu'on nous laisse aller aux élections avec qui que ce soit, et nous sommes capables de battre quelques candidats que ce soit pour gagner les élections présidentielles. Ça, je tiens à le faire. Nous ne sommes pas dans un schéma de violence, un schéma de subversion, un schéma, n'importe quel schéma. Ça, je le dis clairement. Et on peut dire ce qu'on veut, on peut imaginer ce qu'on veut, mais ce n'est pas vrai. Voilà ce que je peux vous dire. Nous ne sommes pas dans un chemin de violence, nous sommes dans un chemin de dialogue. Monsieur le porte-parole, après votre analyse sur le fond, vous pensez qu'avant le verdict du Conseil constitutionnel, un dialogue est encore possible puisque vous parlez de dialogue politique? C'est possible pour dialoguer, on n'a pas besoin de grand temps. Aujourd'hui, on a la liste des candidats à la candidature. Et dans cette liste, il y a un certain nombre de grands acteurs qui mobilisent, qui concentrent l'attention de la population ivoirienne, qui concentrent l'opinion nationale et internationale. Il s'agit des grands partis comme le PDCI-RDA, le RHDP, le PPACI, le FPI, le MGC. Voilà les grands partis qui, d'une manière ou d'une autre, ont des figures qui sont connues. Madame Simone Gbagbo pour l'MGC est connue. Monsieur Afingue c'est connu, il est député à l'Assemblée nationale. Monsieur Tidjane Thiam, j'ai le PDCI-RDA, le plus grand parti, le plus ancien parti. Le RHDP est présidé par le président sortant. Donc, c'est des choses pour lesquelles une journée ou deux journées peuvent s'accorder sur un minimum. Ce que la population demande pour éviter des crises, pré ou post, c'est qu'on permette à tous ces gens-là de se présenter et que le peuple tranche. Il appartient à ceux qui pensent que Tidia Thiam est hors sol ou bien qu'il n'est pas connu, qu'il a fait 20 ans à l'étranger, d'aller vers la population pour dire celui-là, il ne connaît pas le pays. Ne votez pas pour lui. Pendant la campagne électorale, chacun met en valeur, en exergue les faiblesses de son adversaire. Et le peuple peut adhérer ou ne pas adhérer. Nous autres qui sommes ces défenseurs, qui sommes ces leaders de communicants, nous aussi, nous allons mettre en valeur ces capacités, ces forces et attaquer aussi les faiblesses des autres. Au finish, c'est la population qui doit trancher. C'est ce que nous demandons. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais si on ne prend pas ce temps-là, un jour, deux jours, peut-être 3 jours maximum, pour le faire, et qu'on fait du forcing, après, on connaît les conséquences. Je vous ai dit la dernière fois, combien de fois ça a créé des crises, même avec les militaires au pouvoir, on n'a pas échappé à la crise. En 2002, on n'a pas échappé à la crise.
En 2020, on n'a pas échappé à la crise. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays maudit où à chaque élection, on doit faire des morts? Les élections ont fait plus de morts que le Covid en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense qu'il y a encore le temps. Il n'est jamais trop tard de dialoguer. Le président Houphouët-Boigny nous a enseigné que le dialogue, quand on ne peut pas faire l'économie du dialogue et qu'on va par la violence, on finit toujours à la fin de s'asseoir pour dialoguer. Donc, il vaut mieux économiser les morts, à moins qu'on veille seulement que compter la destruction matérielle et les morts. Il faut économiser. Donc, moi, je pense que c'est toujours faisable. Bon, en ce qui concerne donc les trois grands noms, je vous ai dit, ils se connaissent. Nous avons, en 2022, à la fin du cinquième round de dialogue, nous avons préconisé qu'il y ait une rencontre à trois, Bédié, Babo et puis le président Ouattara. Ce qui a été fait en, en, le 14 juillet je crois, 2022. Et cela a été, n'a pas été comme nous avons préparé un dossier dont tout cela y était, y compris le découpage électoral. Mais les gens n'ont pas tenu compte de ça. Et ça aussi, c'est un autre dossier qu'il faut analyser plus tard. Donc, madame, je pense que le dialogue est toujours possible pour éviter des crises, pour éviter des morts. Rappelez-vous en 2020, quand on a, en 2010, après la proclamation des résultats controversés. C'est jusqu'en avril de, 2000, de 2010, jusqu'en avril 2011 qu'il y a eu le RED. Donc tout ce temps qu'on avait mis là, après on était obligé de, quand même de passer par la force. Et ça, c'est pas bien. Donc moi, je crois toujours à cela. Nous croyons toujours à ça au PDC RDA. Oui, merci. Toujours, hein, la dernière question par rapport au dépôt des candidatures. On a eu le dépôt de candidature de la présidente Simone Gbagbo. On a eu celui de Afi N'Guessan. On a eu celui du président Cheikh Tidiane Thiam. J'ai envie de vous demander, pour terminer avec ce sujet-là, est-ce que les leaders se sont parlé? Où est Cap Côte d'Ivoire? Où est le Front commun? Il est clair, vous savez, moi j'ai été quand même au cœur de ces décisions-là, à part le Cap Côte d'Ivoire où c'était le vice-président Ezalé qui gérait ça de près. Mais nous avons été clairs que nous partions pour qu'il y ait des conditions prérequises pour qu'il y ait des élections transparentes, crédibles et apaisées. Ces conditions-là ont été étalées. Mais nulle part on avait dit qu'il fallait aller en candidature unique. On n'a pas dit ça. Une fois que les candidatures sont acceptées, si il peut y avoir des accords de désistement, cela peut se faire. Si il n'y a pas eu des accords de désistement, au deuxième tour, parce que je ne pense pas avec, si les trois grands sont en liste, plus Mme Gbagbo, plus sa fille, aucun parti politique ne peut se dire qu'il a gagné à plus de 50%. Ce n'est pas possible. Sauf si ces gens veulent faire du force pour tricher. En ce moment-là, il y aura un deuxième tour. C'est au deuxième tour que les alliances préacquises ou préparées vont être utiles. Et ce n'est pas après le deuxième tour, premier tour qu'il faut faire les alliances. On aurait eu donc, nous, PDCI RDA, quelle que soit la situation, des possibilités de négocier avec Mme Gbagbo, de négocier avec le président Afi, de négocier avec le PPACI. Donc, nous partons déjà en avance par rapport aux autres. Donc, il n'a jamais été question qu'on allait faire une candidature unique. Donc, ce qui est fait rentre dans la droite ligne de ce qui était connu d'avance. Merci, monsieur le porte-parole. Nous abordons l'avant-dernier point, c'est l'étape des sanctions des militants. Nous avons vu des militants qui se réclamaient de l'ex-MEICI tenir une conférence de presse. Nous avons eu la réplique du SE en chef par un communiqué qu'il a annoncé. S'en est suivi des sanctions. Monsieur le porte-parole, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il n'y a pas de quelque chose de particulier. Nos règles sont claires. Vous ne pouvez pas être un dissident, aller contre les décisions du parti qui ont été régulièrement prises à travers des congrès et des conventions, et puis venir se mettre même pas à la maison du parti, dans une maison quelque part, et puis aller critiquer cela. Vous savez, moi j'ai été au secrétariat exécutif avec le ministre du Cahier. Il m'avait toujours dit, il nous avait toujours dit au secrétariat que les décisions du chef ne se discutent pas et que c'est conformément là, parce que le président du parti est une institution. Si on a des problèmes, on va voir avec le président, avec les institutions et on règle cela. Mais on ne se met pas dans la rue pour condamner ou bien pour justifier ou bien pour attaquer les décisions du parti. Donc, moi, je pense que là, ils se sont eux-mêmes mis sous le coup des sanctions. Par ailleurs, j'ai vu aussi qu'il y a des gens qui ont été remplacés comme délégués. Et ça aussi, ça fait partie. Quand un membre du parti, en dépit de tout ce qui a été fait, ne se présente ni à la convention, ni au congrès,
et qui se décide d'aller en candidat libre. Ça, la liberté est permise. Mais vous ne pouvez pas en même temps vouloir être un candidat indépendant ou un candidat porté par d'autres partis politiques et en même temps vouloir être le représentant du président du parti à la base. C'est pas normal. Ça, c'est la logique même, en dehors même des textes. C'est la logique. Donc, sur ce point-là, je pense qu'il faut que les gens sachent clairement, que la CEI sache qu'il y a deux choses sur lesquelles nous allons veiller strictement. Un, notre logo qui est dans le truc de RHDP. S'il le présente comme cela, nous pensons que cette élection, ce parti ne sera pas légalement reconnu. Parce que pour nous, il faut qu'il sorte notre logo dedans, puisque c'est notre logo. Il ne peut pas l'utiliser. La deuxième chose, il faut que les gens comprennent que ceux qui ne sont pas, sont partis en indépendant ou avec d'autres partis, ne peuvent pas se targuer d'être les représentants du PDCI-RDA. Il ne faut pas qu'ils se disent, non, nous sommes PDCI. Vous n'êtes pas PDCI à partir du moment où vous avez pris sur vous la décision librement d'aller en indépendant. Si, au cours de votre campagne, vos actions, votre programme attirent des militants en dehors de votre zone d'espère, que ce soit au PPACI ou à du PA, mais ils vont venir, mais vous n'avez pas vous dire que non, moi je reprends petit. Ça, c'est de l'usurpation. Et cette usurpation-là, nous n'allons pas l'accepter et la loi même condamne cela. Donc, ça, c'est clair. Pour terminer sur ce point, je vais vous dire, madame, je vais demander à tous nos militants, à tous nos communicants, de ne plus s'accorder ou bien accorder un intérêt à tout ce qui est débat lié aux problèmes internes. Nous avons déposé notre candidature, on est au problème de candidature. Nous devons faire face maintenant au bilan du parti au pouvoir sortant, des propositions des autres partis politiques et de nos propositions. Nous n'allons plus aller sur les plateaux de télévision pour régler des problèmes. Ça, c'est fini ça, on n'en parle plus. Ces problèmes-là, on en a suffisamment parlé. Pour éviter qu'on parle des problèmes des programmes, madame, rappelez-vous, depuis 2025, on ne parle pas de programme. On parle de cela éligible. Ce n'est pas éligible. Cela doit faire tel mandat, tel nombre de mandats. On n'a même pas le temps de parler de ce qui intéresse les Ivoiriens. Et ce qui intéresse les Ivoiriens, madame, je vais vous dire, c'est comment manger chaque jour, comment se nourrir chaque jour, comment se vêtir, comment s'occuper. On est à l'orée de la rentrée scolaire. Les Ivoiriens sont soucieux de comment ils vont scolariser leurs enfants. On est à l'orée de la campagne de café cacao. Les Ivoiriens se disent combien on va payer notre cacao, combien on va le faire, combien on va gagner. C'est ça qui est le problème des Ivoiriens. Et des problèmes sérieux apparaissent. Déjà, madame, peut-être que vous n'avez pas appris ça là-bas, mais moi, d'ici là, on vient de mettre une taxe de 1 franc le kilo sur le riz. Et cela va impacter le riz produit en Côte d'Ivoire comme le riz importé. Je vais vous expliquer. Quand on met les interprofessions en place, on prend des dispositions pour leur permettre d'avoir les moyens de travailler. Et l'interprofession ne remplace pas la structure en charge de l'encadrement de la filière. Pendant qu'on n'a pas d'argent pour donner à l'ADIRI, qui est chargé de développer le riz, on veut mobiliser plein d'argent pour donner à une interprofession. Et cette interprofession va faire de l'argent dans une poche dont l'utilisation ne pourra pas être contrôlée par l'Assemblée nationale. Voyez-vous? Et donc, ça va être géré là-bas. Deuxième élément important concernant cette taxe. Cette taxe, elle est appliquée sur la production nationale et sur les importations. Ça n'a jamais vu. Le PDCI-RDA l'avait fait pour la filière avicole en son temps, où on a mis une taxe sur les poulets importés pour permettre le développement de l'aviculture interne. Mais quand on impose la même chose sur le riz importé et le riz produit nationalement, on va étouffer la production nationale. Or, l'objectif, c'est de créer la production nationale pour qu'on puisse importer moins. Mais voyez-vous, et donc voyez-vous comment les gens, de manière maladroite, font des choses, et c'est des milliards, on importe, on consomme à peu près d'1,8 million tonnes en Côte d'Ivoire, peut-être. Et quand on va mettre ça, calculer ça, c'est des milliards qui vont aller dans une poche comment on appelle, je ne sais pas comment qualifier cela, où on ne sait même vraiment pas comment utiliser. Et c'est ça qui est le propre de ce qui est, comment on appelle, pas transparent, de la mauvaise gouvernance. Et donc, ça, ce sont des soucis des Ivoiriens. Cela va avoir un impact sur le prix du riz. Nous avions en son temps, madame, rappelez-vous, quand on avait mis la taxe sur le ciment et le fer, moi, j'avais fait une conférence de presse pour dire ça va augmenter les matériaux de construction. Ils ont dit non. Après, les gens ont commencé à tricher et ça a fait des écoulements. Je crois que cette loi même a été plus ou moins mise en sourdine. Mais madame, on ne peut pas faire des lois sans concertation. On ne peut pas fixer
Un ministre ne peut pas prendre un arrêté interministériel, deux ministres, pour fixer sans concerter les consommateurs, les producteurs, etc., etc. Et qu'il y a même un débat au niveau national et qu'un communiqué soit fait et qu'on s'assoit dans un bureau, un cabinet, et puis on prend des choses. C'est ça qui est le problème des Ivoiriens. Donc, il faut que nous, on ne parle plus de problème de qui est discipliné, on a un candidat, il a déposé son dossier, on va lutter pour qu'il soit retenu. Et maintenant, c'est le programme sur lequel, à partir des jours à venir, nous allons faire des conférences de débat. Moi-même, je vais y participer à distance pour parler des problèmes sectoriels, secteur par secteur, faire ce que les autres ont promis et qui n'ont pas fait, ce que les gens veulent faire et qui ne pourront pas faire, et nous, ce qu'on propose. C'est ce que les Ivoiriens attendent. Donc, j'ai dit à tous les communicants, j'aurai le temps de les aborder, de ne plus accepter d'aller sur les plateaux de télévision pour aller parler des problèmes de Madame X, Monsieur Y, Monsieur Tartampion, Madame Yeye. Non, on n'est pas dedans. On est maintenant dans les programmes. Qu'est-ce que les Ivoiriens attendent du président Tchèque Tam? C'est de ça qu'on va parler désormais. Ceux qui ne peuvent pas parler de ce problème, qui veulent parler d'autres choses, n'ont qu'à arrêter. On se rend compte, madame, vous l'avez vu aussi dans l'actualité, que ceux qui nous ont attaqués des tricheurs, des voleurs, des menteurs, on a vu le résultat. Bon, ils n'ont qu'à venir nous accuser maintenant de menteurs et de voleurs. Nous, on est là, on est des politiciens, on dit ce qu'on fait et on va faire ce qu'on va dire. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, monsieur le porte-parole. Nous allons terminer sur cette belle conclusion. Focus sur le programme de notre champion. Votre dernier mot et un message à l'endroit de tous les militants. D'abord, il faut leur dire que le président du parti les remercie tous. Il a un moral très haut. Et nous allons nous battre jusqu'au bout par les moyens démocratiques. C'était des stratégies pour essayer d'empêcher le président, et peut-être moi-même de manière subsidiaire, pour nous empêcher, pour nous accuser de quoi. Mais ils ont vu que jusqu'à présent, nous sommes dans la loi ligne du droit et de la loi. C'est ce que nous savons faire. Tout ce qui va être dit à côté, c'est de la manipulation, c'est des détournements pour nous amener à nous faire taire. Donc, nous ne sommes pas ce chemin-là. Donc, nous sommes dans un schéma de démocratie et nous allons faire. Nous continuons de nous mobiliser de l'extérieur comme de l'intérieur. Nous travaillons pour faire connaître à l'opinion nationale et internationale que c'est un parti qui compte. On nous a dit non, l'opposition ne peut pas mobiliser, il ne peut pas aller loin. On a vu les différentes mobilisations. Et madame, je peux vous dire que ça impacte l'opinion internationale aujourd'hui. Et vous avez vu que certaines résolutions sont prises. Si on ne les respecte pas, au moins, on saura qu'on a fait quelque chose. Et je pense que les juges constitutionnels vont se fier uniquement à la Constitution. L'ancien président constitutionnel qui est décédé par son âme, Francis Vautier, avait dit que le juge doit être juge et donne le droit. Quand on n'est pas d'accord, on démissionne. Aujourd'hui, nous sommes face à la nation, face au monde entier. Les règles constitutionnelles doivent être respectées. Tout ce qui n'est pas du droit constitutionnel ne doit pas être utilisé pour écarter un candidat. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas juriste, mais je suis quand même à l'Assemblée, je la loi. Et donc, il faut que les gens comprennent que quelquefois, quand on ne sait pas prendre ses responsabilités, quand on ne sait pas prendre des décisions justes, des décisions qui apaisent, l'histoire retiendra que nous sommes auteurs soit d'un bien quand on a bien pris, soit d'un malheur quand on a mal pris. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui soient accusés par la postérité comme étant les auteurs du malheur que la Côte d'Ivoire pourrait connaître si les choses ne sont pas bien faites. Merci beaucoup. Merci, merci, merci le porte-parole. Merci monsieur Bredimou Soumaïla, secrétaire exécutif adjoint en chef chargé de la communication. Nous voudrons vraiment vous remercier pour ce bon moment d'échange et ce baume de motivation que vous nous donnez. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Focus sur le programme d'activité de notre champion. Bien à vous. À très bientôt. Bonsoir. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.